Bonjour à tous et bienvenue pour cette série de vidéos sur les repères philosophiques au programme de terminale, notamment grâce à l'ouvrage de Jean-Michel Mugdeoni sur les repères philosophiques, comment s'arrêter dans la pensée, même s'il en a oublié, peut-être que c'était différent à l'époque, il en manque plutôt entre 4 et 6 selon comment on compte, mais voilà, je les remplirai peut-être au fur et à mesure. Donc d'abord on va commencer avec nécessaire, contingent et possible. D'abord en parlant de la modalité. Donc ces trois repères nécessaires, contingents, possibles appartiennent à ce qu'on appelle la modalité. Et la logique modale, depuis les analytiques d'Aristote, chez qui l'expression de la modalité ou un équivalent grec ne se trouve pas, passe depuis le Moyen-Âge pour la plus difficile partie de la logique. De modalibus non gustabit asinus, un âne n'appréciera pas les modales. Sans pour autant mépriser notre lecteur ou auditeur, et prenant donc nous-mêmes le risque de passer pour un âne, nous ne chercherons pas dans le cadre de ce travail à poser le problème des modalités dans toute son ampleur. Nous donnerons donc seulement une idée des difficultés qui ont longuement été débattues au cours de l'histoire de la philosophie. Après quelques remarques de vocabulaire, nous considérerons rapidement quelques difficultés de logique. En troisième lieu, nous suivrons quelques analyses leibniziennes qui sont une façon de penser le rapport du possible, du nécessaire et du réel. Nous traiterons ensuite sans transition du sens de la nécessité rationnelle et de la raison pour laquelle Spinoza définit la liberté par la nécessité. Alors le cartésianisme nous apparaîtra comme le contraire du psychologisme. En cinquième lieu, nous distinguerons fatalité ou destin et déterminisme. Donc le vocabulaire d'abord. Nécessaire signifie le plus souvent indispensable dans le langage courant. On parle d'un nécessaire de toilette, c'est-à-dire d'une trousse qui contient tout ce qui est nécessaire pour faire sa toilette. La notion de nécessité est alors liée à celle de besoin. On parle de nécessité vitale. Le règne de la nécessité, c'est le règne des besoins. Les nécessiteux manquent de ce qui permet de vivre. Le second sens, c'est inévitable. Mais il y a là plusieurs confusions possibles. Lorsque nous disons que 2 plus 2 égale 4 est une vérité nécessaire, nous voulons bien dire qu'il ne peut en être autrement. Et en ce sens, c'est, si l'on veut, inévitable, mais non pas au sens où nous nous trouverions devant un obstacle ou une maladie inévitable, et de la même façon, lorsque nous disons qu'un phénomène est la conséquence nécessaire d'un autre, par exemple il est nécessaire que ce livre tombe si je le lâche, alors inévitable ne veut pas dire fatal, puisque si nous changeons la cause, nous pouvons empêcher l'effet. Nous entendrons donc dans ce chapitre le terme de nécessité au sens de nécessité rationnelle. Est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être, ou ce qui ne peut pas être autre que ce qu'il est, ou encore ce dont l'opposé est impossible. Est contingent ce qui peut ne pas être, ou ce qui peut être autre que ce qu'il est. Si donc nous écrivons « il est nécessaire qu'il pleuve », il ne faudra pas comprendre « on a besoin qu'il pleuve ». Prenons soin de distinguer « il est nécessaire qu'il ne pleuve pas » et « il n'est pas nécessaire qu'il pleuve ». Dans le premier cas, nécessaire ne pas signifie l'impossible. Il est nécessaire qu'il ne pleuve pas signifie qu'il est impossible qu'il pleuve. Dans le second cas, pas nécessaire, c'est la même chose que contingent. Je peux dire en même temps, il n'est pas nécessaire qu'il pleuve ou il n'est pas impossible qu'il pleuve. Le contingent est ce dont l'opposé est impossible. Est possible, pardon. On notera avec attention que l'opposition du nécessaire et de l'impossible ne doit pas être confondue avec celle du nécessaire et du contingent. Il y a donc, si l'on veut, deux nécessités, la nécessité proprement dite, qui est positive, et l'impossibilité, qui est une nécessité négative. Le nécessaire et l'impossible sont du même ordre. Le contingent s'oppose à la fois à l'impossible et au nécessaire. Ainsi, il n'est ni nécessaire ni impossible qu'il pleuve. C'est possible. C'est donc possible à la fois au sens de non impossible et de non nécessaire ou contingent. Comme ce qui est contingent peut être ou ne pas être, on parle alors de possible bilatéral. Tel est le sens le plus courant du terme possible en français. On entend par possible le possible bilatéral qui est l'équivalent du contingent. Le possible pris en ce sens s'oppose à la fois au nécessaire et à l'impossible. De là une difficulté qui n'est peut-être pas seulement de vocabulaire, car il faut dire aussi que le nécessaire est possible. S'il est nécessaire que 2 plus 2 égale 4, c'est possible. Alors le possible, qu'on peut appeler le possible pur parce qu'il est opposé à l'impossible seulement et non au nécessaire, n'est plus pris en un sens bilatéral. Un peu de logique, nécessaire et impossible, contingent et possible. Paradoxes éléades et mégariques. Considérons quelques paradoxes logiques qui ont donné lieu à des débats essentiels au cours de l'histoire de la philosophie. Les mégariques sont un grand moment de la philosophie, au même titre que les éléates, parce qu'ils osèrent soutenir jusqu'au bout des paradoxes qui leur semblaient résulter du seul respect de la logique, ou du moins nous nous en tiendrons ici à cette interprétation des paradoxes des éléates et des mégariques. Zénon d'Élée, par exemple,
et nous n'envisagerons ici qu'un aspect de son célèbre paradoxe, soutenait que le mouvement n'existe pas, c'est-à-dire niait ce dont, comme tout homme, il faisait l'expérience. Il préférait nier ce qu'il éprouvait mais ne comprenait pas, plutôt qu'affirmer ce qui contredit les lois du discours. La négation du devenir. Soit premièrement le principe d'identité, A est A. Nous avons déjà vu quel est son sens. En fait, nous non, mais dans Identité des formes et principes d'identité, ce qu'on verra plus tard. Ce n'est pas une tautologie sans intérêt, la simple répétition du même. Il signifie qu'une proposition vraie est éternellement vraie, c'est-à-dire que si aujourd'hui je dis qu'il pleut, il sera vrai demain qu'il pleuvait la veille. Jamais je ne pourrais dire que A n'est pas A. Soit deuxièmement le principe de contradiction. A n'est pas non A, ou non A est la négation de la proposition A. On ne peut en même temps affirmer et nier une même proposition. Il faudrait ici distinguer contradiction et contrariété, contradictoire et contraire, et travailler le carré logique. C'est une distinction d'Aristote entre contradiction et contrariété dans Physique 4, je crois. Oui. Ou métaphysique. D'ailleurs, je ne suis plus exactement sûre. Oui, si. La contradiction, c'est ce qui n'autorise pas le contraire. La contrariété, c'est une opposition qui n'est pas... qui ne signifie pas forcément incompatibilité. Donc soit troisièmement, le principe du tiers exclu, il n'y a pas de milieu ou de troisième, tierce solution entre A et non A. Deux propositions contradictoires ne peuvent être fausses ensemble. Si l'une est fausse, l'autre est vraie. De là, les démonstrations par l'absurde. Tant qu'on ne nous a pas montré que le devenir est concevable sans contradiction, il faut avoir le courage intellectuel de ne pas l'affirmer. Ce courage est un autre nom de la conséquence, la logique à la moralité de la pensée. Si donc il est vrai que ce qui devient n'est pas ce qu'il sera et ne sera plus ce qu'il était, il faut pour le penser pouvoir affirmer que le non-être est en quelque façon, c'est-à-dire accorder un être au non-être. Les éléates refusent cette contradiction. L'être est, le non-être n'est pas, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Il n'y a pas d'intermédiaire entre A et non-A, ni donc entre l'être et le non-être, et il faut par conséquent soutenir l'immuabilité de l'être. L'être, c'est le repos. Le sophiste de Platon montre en quel sens il est possible d'affirmer le non-être sans se contredire et ainsi permet de comprendre l'affirmation du devenir. Il devient possible de parler du devenir en comprenant ce qu'on dit, au lieu de se contenter de croire ce qu'on sent sans vraiment savoir ce qu'on dit. Le nécessitarisme. De la même façon, s'il faut avouer qu'une proposition est vraie ou fausse, de ces deux affirmations, demain il y aura une bataille navale et demain il n'y aura pas de bataille navale, l'une est vraie et l'autre fausse, et cela de toute éternité. Car que je ne sache pas à l'avance laquelle est vraie ne change rien à la nature de la vérité. Quand je saurai demain qu'il y a eu une bataille navale, je saurai ce qui est déjà vrai aujourd'hui sans que je le sache. Et donc l'affirmation selon laquelle il y a une bataille navale est nécessaire. C'est dire qu'il était impossible qu'il n'y ait pas de bataille ou qu'il était seulement possible que la bataille ait lieu. Diodore Chronos de Mégare nie donc qu'on puisse considérer comme possible un événement qui n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu, ici qu'il n'y ait pas de bataille navale. Il n'y a pas de possibles qui ne se réaliseront jamais. La confusion des deux possibilités, la bilatérale et l'unilatérale, conduit à nier le possible. Elle implique que tout ce qui arrive devait arriver. Alors on ne retient que le nécessaire et l'impossible et on rejette le contingent et le possible comme des notions vides. Qui veut donc demeurer fidèle au principe de contradiction et du tiers exclu, c'est-à-dire refuse de dire n'importe quoi, aboutit à un nécessitarisme radical. La thèse mégarique est paradoxale en ce qu'elle implique que nous considérions que n'est possible que ce qui a été, est ou sera. Il n'a jamais été possible que cette bataille n'ait pas lieu. Qu'un amiral délibère en envisageant les diverses possibilités, dont celle de ne pas livrer bataille, peu importe au théoricien mégarique, tant qu'on ne lui a pas montré qu'admettre la vérité de cette conception du possible, implicite dans les pratiques humaines, s'accorde avec la logique élémentaire. On notera que cela ne change rien pour la pratique, puisqu'on ne sait pas à l'avance laquelle des deux propositions est vraie, et en ce sens le nécessitarisme n'est pas un fatalisme. Ce n'est pas non plus un déterminisme, puisque le déterminisme fait porter la nécessité non pas sur ce qui arrive, mais sur le rapport de ce qui arrive à sa condition. Mais nous précisons ces notions plus loin. La réfutation du nécessitarisme. Aussi bien lorsqu'il réfute la thèse mégarique et accorde que le bon sens a raison d'affirmer qu'il était possible que la bataille navale n'eût pas lieu, Aristote prend soin de montrer que le bon sens ne contredit pas les lois de la logique. Il montre que les mégariques se sont mépris sur le sens même du principe de contradiction et du tiers exclu. Pour montrer que les deux solutions, bataille ou pas de bataille, étaient possibles, il ne nie pas le principe du tiers exclu.
Il est vrai qu'il faut, en vertu de ce principe, poser l'alternative, où la bataille navale aura lieu, ou elle n'aura pas lieu, et que si elle a lieu, la proposition qui dit qu'elle n'a pas lieu est nécessairement fausse. Mais la nécessité ne porte pas ici sur l'une des deux possibilités, elle porte sur l'alternative. Que l'une ou l'autre des propositions soit nécessairement vraie, cela ne veut pas dire que celle qui est vraie est nécessaire. Il est seulement nécessaire qu'une des deux soit vraie. Si nous avons affaire à un événement passé ou présent, nous savons lequel des deux est arrivé, par exemple que la bataille a été livrée, et du même coup nous savons qu'il est faux de dire qu'elle n'a pas eu lieu. Ce qui permet de comprendre que même au sujet d'un événement présent ou passé, la logique n'impose pas qu'on affirme la nécessité de ce qui arrive, mais seulement une nécessité conditionnelle. Si la bataille a eu lieu, alors il est faux de dire qu'elle n'a pas eu lieu. Ainsi, il ne sert à rien de faire une entorse à la logique pour admettre la contingence des événements. La nécessité logique ne détermine pas la nécessité de ce qui arrive. Du même coup, il est possible en bonne logique de soutenir que la liberté de choix n'est pas une illusion. La délibération envisage diverses possibilités dont une seule sera réalisée, mais qui étaient toutes possibles. Il n'est pas vrai qu'il faille considérer que seule celle qui est finalement réalisée était possible. Nous avons donc raison de parler de possibilités au pluriel. S'il n'y a qu'une possibilité, alors il y a nécessité. En ce sens, contingence et liberté sont liées. Logique et bon sens. Apprenons d'une part à ne pas mépriser le bon sens. Nous n'avons pas à nous laisser impressionner par le discours de prétendus savants qui soutiennent des thèses contraires au bon sens. Comme disait Alain, si le journal titre qu'un savant de génie a découvert un nombre entier entre 2 et 3, riez et n'en croyez rien, même s'il est prix Nobel. Mais d'autre part, s'il n'y avait pas des esprits exigeants comme les Éléades et les Mégariques, capables de faire prévaloir la logique sur le bon sens, jamais nous n'aurions pu distinguer le bon sens, c'est-à-dire le bon usage de la raison, et le sens commun, c'est-à-dire son usage ordinaire, généralement sensé mais parfois confus ou même aberrant, lorsqu'il n'est plus que la raison socialisée. La peur du paradoxe est le refus de penser. Ces quelques lignes ne peuvent donner une idée suffisante de la difficulté du problème posé par les Mégariques et Aristote. Le texte canonique est d'Aristote, de l'interprétation 9 et particulièrement 19. Il s'agit de ce qu'on appelle les futurs contingents. On pourra lire Le dominateur et les possibles, de Pierre-Maxime Schoulle, et de Jules Vuillemin, Nécessité et contingence, l'aporie de Diodore et les systèmes philosophiques. Elles veulent seulement indiquer à l'apprenti quel travail il lui reste à faire et à l'honnête homme les éléments de réflexion qui lui permettront tout de même de comprendre les enjeux de certains débats parfois trop techniques pour lui. Vérité nécessaire et vérité contingente, du principe de raison au principe de la possibilité de l'expérience. Nous avons à plusieurs reprises distingué les vérités de fait, il pleut, c'est ainsi, et les vérités de raison, dont les vérités mathématiques sont l'exemple le plus clair. Dans un cas, nous constatons un fait, dans l'autre, nous rendons raison de ce que nous affirmons. Géomètre, je comprends la raison qui fait que la somme des angles du triangle est égale à 2 droits. Je suis capable de le démontrer, c'est-à-dire de le montrer à partir de la connaissance que j'ai de la nature du triangle. Et donc je sais qu'il n'en peut être autrement. Toute autre solution contredirait la nature du triangle. Au contraire, nous l'avons déjà remarqué, le contraire d'un fait est toujours possible, comme disait Hume. Les vérités de raison ou démonstratives sont nécessaires, les vérités de fait contingentes. La possibilité d'un fait est d'un autre ordre que la possibilité logique et ne peut être déterminée que par la connaissance du réel. Seulement la question se pose de savoir ce que signifie ici la possibilité d'un fait. Possible peut vouloir dire seulement concevable sans contradiction, et il s'agit alors d'une pure possibilité logique. Ainsi, il est impossible de concevoir un corps sans étendue. Il est compris dans la nature d'un corps quelconque qu'il occupe un certain espace, si petit soit-il. L'idée d'un corps sans extension est contradictoire. Au contraire, il est possible de concevoir sans contradiction qu'un corps ne tombe pas si on le lâche, qu'il reste là où il est si l'on enlève son support, ou qu'il monte, etc. Toutes ces hypothèses contredisent l'expérience que nous avons du mouvement des corps sur la Terre, mais non la notion de corps elle-même. Il faut donc distinguer ce qui est possible au sens de concevable, la possibilité logique, la non-contradiction, et ce qui est possible au sens de concordante avec l'expérience. Tout ce qui est possible au sens logique n'est pas possible au sens de pouvant se rencontrer dans le monde. Seulement cette dernière possibilité ne peut être déterminée qu'à partir de la connaissance du réel. Par exemple, qu'il soit possible d'aller dans la Lune, nous le savons depuis que Newton a découvert la loi de la gravitation universelle qui permet de calculer la force nécessaire pour s'arracher à l'attraction terrestre et la trajectoire qui permet d'arriver sur la Lune. Il est possible que dans 1 heure, un orage éclate. J'envisage ainsi une possibilité. Je me représente un événement sans affirmer qu'il est arrivé, arrive ou arrivera, ou une chose sans affirmer son existence. Envisager le possible, c'est envisager une chose indépendamment de la question de savoir si elle existe. En ce sens, on en reste au niveau de la représentation. Il faut donc distinguer le possible de l'imaginaire. Par exemple, il est impossible de voler comme on le fait en rêve. La représentation du possible obéit aux mêmes règles que celles du réel,
puisqu'il s'agit de se représenter ce qui peut être et non pas de rêver quelque chose dont on sait que cela ne peut être. Par exemple encore, connaissant la loi de la chute des corps, nous savons qu'il n'est pas possible sur Terre dans des conditions ordinaires qu'un corps dont on ôte le support ne tombe pas. Il est concevable, à partir de la seule notion de corps, qu'un corps reste suspendu en l'air, mais un tel phénomène est contraire aux lois de la nature. Alors notre connaissance du réel est la mesure de ce que nous savons possible, et le possible ainsi compris est donc relatif à cette connaissance et n'est pas du même ordre que la possibilité logique ou mathématique, de telle sorte que le progrès des sciences permet parfois de découvrir de nouvelles possibilités techniques, c'est-à-dire de produire des phénomènes que nous considérions jusque-là comme impossibles. Il arrive aussi qu'ils nous permettent de nous assurer d'une impossibilité. Ainsi que l'eau ne puisse pas monter au-dessus d'une certaine hauteur dans une pompe aspirante, les fontainiers qui asséchaient les mines de Toscane l'avaient remarqué, mais ils cherchaient à la faire monter plus haut. Les travaux de Torricelli, qui travaillaient avec Galilée, et de Pascal, ont montré que c'était impossible parce que ce qui la fait monter n'est pas la traction ou l'aspiration de la pompe, mais le poids de l'atmosphère qui pèse sur l'eau et la pousse dans le corps de pompe lorsqu'on y fait le vide en tirant le piston vers le haut. L'eau monte jusqu'à une hauteur où son poids équilibre celui d'une colonne d'air, ce qui permet de mesurer l'épaisseur de l'atmosphère si on connaît le poids de l'air, puis s'arrête de monter. Ici, un échec technique se trouve expliqué, et l'explication en montre la nécessité, mais ne permet pas d'améliorer la technique. Il faudra attendre la machine à vapeur inventée par Watt en 1775 en Angleterre, où les mines sont plus profondes, pour remplacer les chevaux qui tiraient les pompes superposées, d'où aussi bien l'unité de mesure de l'énergie de la nouvelle machine, le cheval-vapeur, ainsi nommé pour montrer que la rentabilité de la machine est supérieure à celle de la traction animale. Si le piston continue de monter, la partie du corps de pompe qui est au-dessus de l'eau est donc vide. Cet échec technique et les travaux de Galilée, Torricelli et Pascal ont contribué à prouver le vide. De toutes les lois possibles du mouvement de chute libre des corps que les mathématiques nous permettent de formuler, une seule s'accorde avec l'expérience, celle que Galilée a contrôlée avec le plan incliné. La distinction que nous venons de faire entre vérités nécessaires et vérités contingentes permet de comprendre que la nécessité mathématique ne concerne que le possible, ce qui revient à dire que nous ne pouvons pas déduire mathématiquement le réel. C'est dire qu'il y a une contingence radicale du réel. Le meilleur des mondes possibles. Cela signifie-t-il que le réel ne puisse jamais être connu que comme un fait et échappe en ce sens à la rationalité ? La pensée de Leibniz, c'est le développement d'une seule idée. Une vérité est par sa nature de vérité telle qu'on peut toujours en rendre raison. Il soutenait que les vérités de mathématiques se comprennent à partir du seul principe de contradiction. Tout ce qui est mathématiquement démontré, c'est-à-dire nécessaire, est de l'ordre du possible au sens du concevable sans contradiction. C'est la possibilité logique. Mais les vérités de fait, contingentes, et donc les lois physiques, sont telles que le contraire en est possible. Ici, précisément parce qu'il n'y a pas nécessité, nous ne pouvons pas rendre raison de ce que nous affirmons en fonction du seul principe de contradiction. Il n'y a aucune contradiction dans l'idée d'un mouvement uniforme plutôt que dans celle d'un mouvement uniformément accéléré, qui seul pourtant correspond au mouvement réel de chute des corps. L'expérience nous permet de dire, de toutes les relations possibles, laquelle est réelle, mais sans nous dire pourquoi. Or, il faut pourtant qu'il y ait une raison de cette loi. Comment rendre raison des vérités contingentes elles-mêmes ? Les lois de la nature, pour nous, sont contingentes. Elles ne peuvent être découvertes sans le secours de l'expérience et ne peuvent être affirmées sans une vérification expérimentale. Mais il faut qu'elles s'accordent entre elles. Il ne suffit pas qu'une relation mathématique soit possible ou concevable sans contradiction pour être une loi de la nature, il faut encore qu'elle s'accorde avec les autres lois de la nature, c'est-à-dire qu'elle soit possible avec les autres ou, comme dit Leibniz, compossible. Qui veut savoir quelle loi plutôt que telle autre rend compte de la chute des corps peut se contenter de l'expérimentation. Qui veut comprendre pourquoi elle convient mieux qu'une autre doit connaître le tout du monde et la compatibilité entre eux de tous les possibles, ce qui est hors de portée de l'entendement humain. Mais l'entendement de Dieu est le pays des possibles. Le calcul divin a combiné tous les possibles entre eux et ainsi conçu tous les mondes possibles. C'est pour ça que la version de Voltaire est une caricature de Leibniz. Dans Candide. Chaque monde possible est défini par un calcul qui repose sur la nécessité logique et mathématique, ici toutes deux de même nature. Mais entre les divers mondes possibles, le principe du choix n'est plus seulement logique, il est moral. Dieu choisit le meilleur des mondes possibles. Pour qui veut comprendre, c'est-à-dire rendre raison de tout, le principe de contradiction, qui est bien un principe de raison, n'est pas suffisant pour rendre compte des vérités contingentes, c'est-à-dire du monde tel qu'il est. Le principe de raison suffisante est le principe du meilleur. C'est dire que le réel est irréductible à la logique. C'est aussi retrouver l'inspiration platonicienne. République 6, à la fin, et l'image de la caverne en 7, et Phédon 99. Il y a entre l'intelligence et le bien une parenté foncière. Comprendre, c'est en dernière analyse pouvoir rapporter ce qu'on comprend au bien. Non pas seulement savoir que les choses sont ce qu'elles sont, mais comprendre qu'elles sont ce qu'elles doivent être. Répondre à la question, à quoi bon ? La Théodicée. Toutefois, puisque Dieu a créé un monde dont il avait calculé tout le détail et tous les événements,
Il faut dire que tout ce qui arrive est prévu de toute éternité, même si cette fatalité ne doit pas être confondue avec la nécessité logique, et qu'il faut la rapporter au principe du meilleur. Si Dieu a créé le monde en vertu du principe du meilleur, il faut dire aussi que le mal qui scandalise dans l'ordre du monde fait partie du plan divin, et en ce sens, il est nécessaire, même si ce n'est pas d'une nécessité logique. Il est nécessaire non pas parce qu'il serait contradictoire que tel malheur ou tel crime n'ait pas lieu, mais parce que ce serait incompatible avec l'organisation générale du meilleur des mondes possibles, comme certaines dissonances rendent plus belle l'harmonie de la meilleure symphonie. Voilà où conduit l'exigence de raison qui anime toute la pensée leibnizienne, voilà pourquoi la métaphysique leibnizienne culmine dans une théodicée, c'est-à-dire une justification de Dieu et de la création. L'œuvre de Leibniz est une des plus grandes tentatives de la raison pour comprendre. Nous voudrions que ces quelques indications donnent au lecteur le désir de lire Leibniz. Alors, mais alors seulement, il verra pourtant qu'il suffit d'un éclat de rire pour s'en séparer. Il suffit à Voltaire de promener son héros, Candide, au milieu des horreurs qui frappent les hommes dans le monde. Voltaire oublie de rappeler que Leibniz parle non pas du meilleur des mondes, mais du meilleur des mondes possibles, ce qui, au point de vue logique, change tout. Mais cette omission délibérée signifie que cela ne change rien à la souffrance morale des hommes. Qu'une seule conscience soit sacrifiée pour la beauté du tout est en soi moralement inadmissible. La vérité de Candide, c'est le refus de la théodicée, c'est-à-dire de la prétention à rendre raison du mal, et donc en fin de compte à le justifier pour justifier Dieu d'avoir créé un tel monde. Celui qui croit en Dieu croit aussi que Dieu est bon, et donc quoi qu'il arrive, il croit que la vie est belle. Il n'en demeure pas moins que la foi la plus sincère ne saurait prétendre qu'un calcul des biens et des maux permet de tenir le mal pour un élément qui concourt à la perfection de la création. Une telle affirmation est inadmissible pour qui consulte sa conscience. La conscience d'impossibilité et la nécessité du vrai. La connaissance de la nécessité d'une proposition, par exemple 2 + 2 = 4, contient une conscience d'impossibilité qui est d'un autre ordre que la conscience que nous avons de notre impuissance devant un obstacle. Je ne peux passer à travers le mur. Dans ce cas, en effet, l'impossibilité tient à ma faiblesse relative. Un bulldozer pourrait renverser le mur. L'impossibilité de nier n'est pas une incapacité à nier ou une faiblesse de la volonté incapable de dire non. La nécessité d'une proposition mathématique ne mesure pas l'impuissance de mon esprit à la transformer. Cette conscience d'impossibilité, coextensive à l'évidence des vérités de raison, n'est pas l'expression d'une sorte de déception de ne pas pouvoir obtenir un autre résultat, mais au contraire d'une satisfaction de découvrir la vérité. La pensée alors obtient ce qu'elle désire et non quelque chose qui s'opposerait à ses désirs. La découverte par la pensée de la nécessité par laquelle elle s'assure de la vérité d'une proposition n'est pas la soumission à un fait têtu, mais la compréhension de ce qui lui convient. C'est pourquoi comprendre, la compréhension d'un théorème de géométrie et conscience d'impossibilité, découverte de la nécessité, est pour la conscience la même chose que se ressouvenir de ce qu'on a toujours su mais qu'on avait oublié. Lorsque je comprends, il semble que je n'apprenne rien de nouveau, mais plutôt que je me ressouviens de ce que je savais auparavant, c'est-à-dire que j'aperçois des choses qui étaient déjà dans mon esprit, quoique je n'eusse pas tourné ma pensée vers elles. Méditation 5e, 4e, alinéa, Descartes donc. En ce sens, la fable platonicienne de la réminiscence, sans laquelle apprendre c'est se ressouvenir de ce qu'on a appris et compris en une vie antérieure, ne fait que décrire ce qu'éprouve la conscience lorsqu'elle est intelligence ou compréhension de la vérité. La joie de comprendre n'est pas la joie de créer, mais de retrouver ce qu'on n'aurait jamais dû ignorer, c'est-à-dire oublier. C'est cette expérience qui fonde la théorie cartésienne de la liberté, et Sartre, après Bergson, lui ajoute l'expérience de l'action comme création, et c'est poursuivre Nietzsche. En quel sens la nécessité est liberté ? Il suffit d'avoir pris conscience de la nécessité du vrai et d'en faire une bonne fois l'objet d'une réflexion pour comprendre pourquoi Spinoza définit la liberté par la nécessité. Nous venons de voir en effet que cette nécessité est d'une toute autre nature que la nécessité d'une contrainte. Qu'il soit impossible que 2 et 2 ne fassent pas 4, cela veut certes dire que je n'ai pas le choix. Pourtant, l'acte par lequel je comprends cette vérité m'assure de ma liberté. Alors en effet, je suis certain de penser selon la vérité et non selon mes préjugés et mes passions. Et je n'en suis certain que lorsque la nécessité du vrai s'impose ainsi. Lorsque je comprends une démonstration mathématique, je sais avec certitude que je ne pense pas selon mes intérêts ou mes croyances familiales et sociales, selon l'humeur, mais selon la vérité de l'objet que je considère, le triangle ou la parabole. Alors et alors seulement je me sais libre, alors et alors seulement je sais que je ne suis pas le jouet du monde extérieur ou des mouvements de mon corps, eux-mêmes liés à ceux de tout l'univers. Alors je sais que je pense, que je ne suis pas seulement une partie du monde qui subit le mouvement des autres parties du monde. Penser vraiment, c'est penser comme Dieu pense. D'où il résulte aussi que la liberté de choix n'est qu'un aspect de la liberté de décider lorsque nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes d'autant plus libres dans une décision que nous avons plus de raisons de la prendre. Si aucun doute ne subsiste parce qu'elle s'impose comme la vérité mathématique, alors nous sommes absolument libres. Si au contraire, faute de raison, nous nous déterminons au hasard, c'est-à-dire finalement selon nos appétits et nos impulsions, nous sommes esclaves et pris dans le jeu des forces de tout l'univers. Ainsi, la définition spinoziste de la liberté par la nécessité est le plus haut moment de la philosophie cartésienne.
La pratique des mathématiques ayant appris aux hommes qu'ils n'avaient pas à croire sur parole quiconque, et que leur seul jugement suffisait, ils surpensaient l'identité de la raison et de la liberté, et telle est la grandeur du cartésianisme. Ainsi, lorsque dans l'ignorance nous suivons l'opinion la plus probable ou, n'ayant aucune raison de choisir une voie plutôt qu'une autre, nous choisissons au hasard mais décidons de nous en tenir une fois pour toutes à notre choix, comme le dit la deuxième maxime de la morale par provision de Descartes, c'est encore la raison qui nous apprend qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais il demeure vrai que jamais notre savoir ne sera tel qu'il nous soit possible d'agir toujours en connaissance de cause. Nous ne saurions avancer dans la vie comme dans une démonstration mathématique. La philosophie cartésienne est une philosophie des limites du savoir et n'a jamais prétendu que la rationalité pouvait s'emparer du monde de la vie. Psychologisme et neurosciences. Le contraire du cartésianisme, c'est le psychologisme. Cette doctrine, le plus souvent implicite, soutient que notre pensée est elle-même déterminée par une nécessité comparable à la nécessité naturelle. Nous pensons selon notre nature, comme n'importe quel être vivant vit selon sa nature. Nos pensées sont donc les croyances qui procèdent de notre nature psychologique, physiologique, cérébrale, sociale. Il en résulte qu'elles sont toutes relatives à l'être particulier que nous sommes et ne peuvent en rien prétendre à l'universalité. Si nous avions été autrement constitués par l'évolution des espèces, nous penserions autrement. Si par conséquent on veut prendre au sérieux l'hypothèse psychologiste, il devient impossible de prétendre à la vérité et donc de soutenir la vérité du psychologisme lui-même. Le psychologisme se réfute lui-même. Toute tentative pour rendre compte de la pensée à la manière dont la pensée rend compte des phénomènes naturels en général est prisonnière de cette contradiction. Ainsi, l'étude du cerveau permet de voir ce qui correspond, dans la machine extrêmement complexe qu'est cet organe, à telle pensée ou telle impression. Et il est vrai qu'à tout phénomène de conscience doit correspondre un processus cérébral et physique. Il suffit pour le comprendre de se souvenir qu'un choc peut rendre un homme stupide ou de considérer l'effet de l'alcool sur nos pensées. Les sciences neurologiques permettent de connaître ces mécanismes et peuvent donc être d'une grande utilité pour la médecine. Mais elles ne permettent pas de connaître ainsi autre chose que les conditions physiques de la pensée. Elles ne nous disent pas la nature de la pensée, c'est-à-dire ce qui distingue la pensée d'un phénomène simplement anthropologique, à savoir qu'elle permet de comprendre la vérité et par exemple de mettre en œuvre une science du cerveau. Une pensée qui ne serait qu'un mode de représentation du monde déterminé par la structure du corps humain et du cerveau ne saurait prétendre à la vérité et donc devrait renoncer à considérer la neurologie elle-même comme vraie. Lorsque les cartésiens fondent sur l'affirmation de l'existence de Dieu la prétention de la pensée à connaître la vérité, ils ne subordonnent pas la science à une croyance religieuse. Ils veulent dire que la pensée en l'homme participe de l'absolu et pour cette raison est capable de comprendre les choses telles qu'elles sont. Que penser n'est pas seulement demeurer enfermé dans un rêve trop humain. Ils retrouvent ainsi, dans un contexte chrétien, le sens platonicien et aristotélicien du divin. Destin ou fatalité et déterminisme. Le destin. On ne comprendra pas qu'il soit possible d'affirmer l'unité de la nécessité et de la liberté tant qu'on n'aura pas distingué nécessité rationnelle et fatalité ou destin. Nécessité, en effet, peut signifier fatalité ou destin. Lorsqu'on dit qu'un événement arrive fatalement, on veut dire que, quoi qu'on ait pu faire pour l'éviter, il arrive. Il devait arriver. C'était écrit. Fatum, en latin, signifie « c'est dit ». Ainsi, dans la légende, Oedipe, sachant quel sort l'oracle lui a prédit, fait tout pour éviter de tuer son père et d'épouser sa mère. Mais cela devait arriver et arrive. Étrange prévision qui ne permet pas d'éviter l'événement, ni même de se préparer à l'affronter. Lorsqu'on prévoit un cyclone, on ne peut certes empêcher qu'il survienne, mais on peut prendre des mesures qui éviteront les morts, par exemple en s'enfermant pendant son passage dans un abri construit à cet effet. En ce sens, une prédiction est le contraire d'une prévision. La prévision permet la prévoyance, on fait en sorte que ce qu'on a prévu n'arrive pas ou l'on se prépare à l'affronter. La prédiction, au contraire, interdit l'action. Il convient donc de distinguer, souvenez-vous bien, ça, prédiction, prévision. Il convient donc de distinguer radicalement l'idée de nécessité physique ou de déterminisme de celle de fatalité ou de destin. Il est nécessaire que les corps tombent sur la terre. Cette fois, ce n'est pas inévitable comme ce qui est fatal. Si je lâche ce livre, il est nécessaire qu'il tombe, mais je peux ne pas le lâcher. Nous avons donc là une nécessité hypothétique ou conditionnelle et non absolue. Est nécessaire la relation entre la cause et l'effet, mais non l'effet lui-même. Si donc quelque chose change dans la cause, l'effet ne se produira pas ou se produira tout autrement. L'idée de fatalité signifiant qu'un événement doit arriver quels que soient ses antécédents est donc en contradiction avec l'idée de déterminisme. Considérer un événement comme fatal, c'est le croire indépendant de ses causes, c'est nier l'idée même de causalité. La nécessité physique est une nécessité de relation. On appelle loi de la nature les relations nécessaires qui nous permettent de transformer la nature, car si nous intervenons sur la cause, nous changeons l'effet. Attention donc, en ce sens aucun événement n'est nécessaire, c'est-à-dire absolument nécessaire ou nécessaire en soi. Il n'y a de nécessité que dans le rapport d'un événement à un autre. Il est donc possible d'affirmer en même temps qu'il y a des lois de la nature, le déterminisme signifie qu'il n'y a pas de miracle, et la contingence de ce qui arrive. Le rapport de ce qui arrive à sa cause est nécessaire, mais ce qui arrive est contingent, puisque ce ne serait pas arrivé si la cause avait été différente.
Mon livre ne serait pas tombé si je ne l'avais pas lâché. Ce conditionnel et cette proposition conditionnelle expriment très clairement le caractère hypothétique de la nécessité, et ceci qu'en fin de compte, elle n'a trait qu'au possible. Sens de la croyance au destin. Il est vrai aussi qu'une fois que nous nous sommes déterminés, on notera qu'il peut y avoir détermination sans déterminisme, pour un parti plutôt que pour un autre, toutes les possibilités qui nous étaient offertes disparaissent. Décider, c'est se priver d'une infinité de possibles qui, avant notre choix, nous étaient tous offerts. Sommes-nous donc pris dans une indétermination qui reviendrait à rêver 1000 vies possibles que nous ne réaliserions jamais, et une détermination qui nous enferme dans un rôle particulier et nous prive de tout le reste ? Le même homme ne peut être à la fois musicien, poète, gymnaste, philosophe, homme d'affaires. Nul ne peut réaliser seul toutes les possibilités dont l'humanité est riche. Nul ne peut être tout l'homme, il faut être un homme, quelqu'un, un individu. C'est pourquoi la première conscience du principe d'individuation, de la nécessité d'être tel homme et non pas tout l'homme, a quelque chose de tragique. Nous avons conscience de notre choix non pas comme d'un acte libre, mais comme d'un rôle qui nous est imposé. Car nous devons choisir, c'est-à-dire ne réaliser qu'une part de ce qui est possible pour l'homme. Part en grec se dit méros, d'où moira et moire qui veut dire destin. Le destin nous donne notre part qui n'est qu'une part, notre lot qui n'est qu'un des lots possibles. La vie qui nous est impartie est vécue comme une nécessité, cette fois entendue au sens de fatalité. Le destin est la première manière pour un homme de prendre conscience de sa liberté d'individu, c'est-à-dire de la nécessité où il est, à moins de rêver 1000 vies seulement virtuelles, de se déterminer, de se particulariser. Voir Guillermite et Villemin, le sens du destin. Voilà pourquoi il arrive aux philosophes de ne pas considérer que la liberté réside dans la possibilité de choisir entre plusieurs solutions, puisque ça c'est obligé, mais au contraire dans la nécessité de n'être que soi-même selon sa nature, devenir ce qu'on est. Et donc tantôt l'analyse mettra l'accent sur la contingence du choix, tantôt au contraire sur la nécessité qui fait d'une vie une destinée. Et chaque fois, c'est bien la liberté qui est ainsi pensée. On trouvera dans la dialectique hegelienne un exemple de méditation de la contradiction inhérente à la liberté. L'introduction au principe de la philosophie du droit pourra faire découvrir à l'apprenti ce que Hegel entend par dialectique, et ainsi le guérir à tout jamais de parler de dialectique à n'importe quel propos. Nécessité et réalité. La nécessité causale ne signifie pas que tout est prévisible. Mais pouvons-nous dire que si nous connaissions toutes les causes antécédentes d'un événement, nous en comprendrions la nécessité, et qu'ainsi la contingence disparaîtrait ? L'affirmation du déterminisme peut-elle être confondue avec celle d'une nécessité universelle ? Affirmer que tout ce qui arrive a une cause, que donc l'expérience a pour principe a priori la causalité, ne veut pas dire que tout est prévisible, ni même que Dieu peut tout prévoir en raison du déterminisme. Il y a là-dessus une réflexion de Laplace qui peut prêter à confusion. Citation, nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome, rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Dans Essai philosophique sur les probabilités, Pierre-Simon Laplace. Laplace voulait dire que le déterminisme ne souffre aucune exception. Et en effet, les probabilités le présupposent, puisque si n'importe quoi pouvait arriver, si un dé à 6 faces pouvait voler et s'il n'était pas entièrement pris dans le déterminisme universel que nous ne maîtrisons pas, nous ne pourrions être assurés que sortira nécessairement une des 6 faces, selon la probabilité de 1 sur 6, ou selon une formulation qui prête au contresens, que nous avons une chance sur 6 d'obtenir le numéro sur lequel nous avons parié. Chance dans ce contexte désigne seulement un rapport, ici le rapport qu'il y a entre le nombre de faces du dé, 6, et celle qui tombera, 1. Il faut se garder de confondre cet usage technique du mot chance avec l'usage ordinaire. Quand on dit qu'on a eu de la chance, on veut dire qu'on est favorisé par la fortune, la déesse romaine. Retenons que si l'on pouvait penser que n'importe quoi peut provenir de n'importe quoi, l'idée même d'un calcul de probabilité n'aurait aucun sens. Nous ne prenons pas le temps de considérer ce que la physique appelle des lois statistiques. Il est donc vrai que lorsqu'on connaît les conditions d'un phénomène, on peut le prévoir. Ainsi, la connaissance scientifique permet de maîtriser certaines techniques dont elle explique le processus. Toutefois, il n'est pas vrai absolument parlant que cette connaissance puisse prévoir l'avenir, même dans de tels cas, car d'une part, nous ne connaissons en fait jamais toutes les conditions, et par conséquent, il peut toujours arriver quelque chose d'imprévu. C'est pourquoi il faut toujours faire des essais, même dans le cas des techniques les plus scientifiques et les plus éprouvées. Et d'autre part, la formulation « connaître toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent pris à la lettre n'a pas de sens. Tout connaître ne veut rien dire. Autrement dit, c'est en droit, et non pas seulement en fait, que nous ne pouvons pas connaître toutes les conditions. Explicitons. Passer de la relation de causalité entre un ensemble de conditions et ses effets, d'une part, à l'idée de la totalité des conditions et d'une intelligence qui, connaissant cette totalité, pourrait tout prévoir dans le détail, un Dieu qui saurait l'avenir tout entier et qui pourrait remonter vers le passé sans rien en ignorer, d'autre part, c'est passer du relatif à l'absolu. L'expression totalité des conditions n'a pas de sens parce qu'elle suppose le passage du conditionné à l'inconditionné.
Le tout lui-même, en effet, n'est pas suspendu à une condition antérieure, car s'il y a hors de lui une condition dont il dépend, il n'est pas le tout. Voilà pourquoi, dans l'ordre de la connaissance, la totalité ne peut jamais être atteinte. Connaître, c'est rapporter un phénomène à ses conditions, c'est rester toujours dans l'ordre du conditionné. Ainsi, la physique a renoncé à l'inconditionné, à l'absolu. Et donc, pour la même raison, il ne peut y avoir de cause première ou s'arrêter si l'on remonte la série de conditions, de sorte que la question de l'origine du monde ou du premier moment de l'univers n'a pas de sens. C'est pourquoi aussi aucune loi physique ne saurait à elle seule expliquer le tout de l'univers et en apporter comme la clé. Toute théorie qui rend compte du tout de l'univers à un moment donné de l'histoire des sciences sera un jour considérée comme particulière à l'intérieur d'une théorie qui l'englobera. Un physicien qui aurait cru que l'universalité de la loi de la gravitation de Newton était absolue et qu'elle permettrait à tout jamais de rendre compte de tous les phénomènes se serait trompé. Après les découvertes d'Einstein, elle est devenue une loi particulière, vraie dans des conditions particulières. Même si elle prend alors une signification relative, elle se trouve du même coup confirmée. C'est la raison pour laquelle il y a un progrès des sciences, progrès indéfini, et non pas une connaissance achevée une fois pour toutes. Que notre science soit en progrès signifie qu'elle est par nature finie, relative, et ne peut s'élever jusqu'à la totalité. Relative au sens de relativité, pas de relativisme. Sa réussite tient justement à ce qu'elle ne cherche pas l'absolu ou la totalité et se contente d'épeler les phénomènes. La science moderne ne remplace nullement l'ancienne métaphysique, elle ne s'intéresse pas à ce que la métaphysique au contraire recherche. Si vous entendez un astronome parler de l'origine du monde, sachez qu'il est devenu métaphysicien sans le savoir et qu'il vous fait part de ses rêveries, qui peuvent être d'un grand intérêt, mais ne sont pas plus scientifiques que celles d'un poète. On ne peut démontrer la réalité. Lorsque je connais un triangle par la géométrie et que j'en détermine démonstrativement les propriétés, je ne cherche pas à savoir si ce triangle est ou non réel, c'est-à-dire s'il existe ou non dans le monde un triangle conforme à celui que je conçois. Et que je le considère comme réel ou comme seulement possible, je conçois la même figure avec les mêmes propriétés. Concevoir un triangle réel ou un triangle possible, c'est concevoir la même chose, disposer du même concept, mais lorsque je considère cette chose comme réelle, je ne m'y rapporte pas de la même façon que lorsque je la considère seulement comme possible. Il y a là entre ces deux considérations une différence qui ne touche pas la nature de la chose, elle est la même quant à ses propriétés ou sa nature, qu'elle soit possible ou réelle. Ainsi, la distinction du possible et du réel ne concerne pas la nature des choses, mais la manière de les considérer, et donc nous donnons ici à la modalité un sens relatif. Elle est relative à la structure de notre esprit, incapable de connaître le réel sans recourir à l'expérience. Cette idée signifie que concevoir la chose comme possible ou comme réelle, c'est concevoir les mêmes propriétés, la même chose avec les mêmes propriétés. D'où il résulte qu'on ne peut démontrer l'existence d'une chose. L'existence, en effet, n'est pas une propriété contenue dans le concept de la chose. Affirmer qu'une chose existe n'est pas lui découvrir une propriété nouvelle, mais la poser avec toutes ses propriétés. C'est dire que la différence du possible et du réel ne relève pas d'une démonstration, d'une pensée discursive ou conceptuelle, et que nous n'avons d'autre moyen de savoir si une chose existe que la perception. Il faut qu'au moins de manière indirecte, nos sens soient affectés par l'objet. Par exemple, si nous avons seulement les faits, nous pouvons affirmer la réalité de la cause même si nous ne la percevons pas. Hume, dans le traité de la nature humaine, livre 1, 3e partie, section 7, et Kant, critique de la raison pure, il s'agit pour Kant de montrer l'impossibilité de ce qu'il appelle la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Selon cette preuve, en effet, dont nous ne montrerons pas ici le sens, il suffit de concevoir Dieu pour le concevoir comme existant. En Dieu, l'existence est comprise dans les sens. Dieu étant l'être parfait auquel rien ne manque, il ne saurait manquer de l'existence. Ainsi, l'existence est une propriété qui appartient à l'idée de Dieu aussi nécessairement que sa bonté ou sa toute-puissance, de sorte qu'on ne peut concevoir Dieu sans concevoir qu'il existe. L'argumentation que nous avons reprise refuse au contraire l'idée d'une existence nécessaire. D'où cette autre conséquence que la nécessité d'une proposition est toujours hypothétique. La somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Voilà une proposition nécessaire, mais il faut ajouter « s'il y a un triangle ». Autrement dit, la connaissance de la nécessité mathématique ne nous fait pas sortir du possible. Ainsi, lorsque je connais les propriétés du triangle, je sais que, si un triangle est donné, il sera tel que je l'ai conçu. Les mathématiques me permettent de connaître des choses possibles en tant qu'elles sont possibles, mais pour savoir s'il existe de telles choses, il faut autre chose qu'une conception, il faut une perception. Hypothèse et conjecture. De là la confusion du possible problématique et de l'hypothétique dans notre façon ordinaire de parler. On dit faire une hypothèse pour faire une conjecture. On parle en termes de possibilité, c'est-à-dire de modalité, alors que l'hypothétique au sens strict est de l'ordre de la relation et non de la modalité. La relation de principe à conséquence, formulée par l'expression « si, alors »,« s'il fait beau demain, nous irons nous promener », est hypothétique au sens strict et logique du terme. Elle relie le principe et sa conséquence. Si maintenant j'envisage qu'il fera beau demain, c'est une conjecture, une opinion plus ou moins fondée, peu importe ici, sur l'avenir. C'est une possibilité que j'envisage. De là la confusion souvent faite non seulement entre éventuel et possible, mais entre hypothèse et conjecture. Cette confusion est d'autant plus grave que ce qui caractérise l'hypothèse scientifique est justement qu'elle n'est pas d'abord une conjecture, mais une hypothèse stricto sensu.
Le génie de Galilée n'est pas d'avoir imaginé que le mouvement de chute des corps pouvait être uniformément accéléré, mais d'en avoir donné une formulation mathématique qui en fait une hypothèse, d'où découle une conséquence. L'espace parcouru est proportionnel au carré des temps, et c'est cette conséquence mathématique de l'hypothèse que l'expérimentation produit dans la nature par un artifice, le plan incliné. L'expérience ne vérifie pas la loi, mais une conséquence mathématique de la loi. Le physicien ne donne pas de cette façon une explication pour un phénomène qu'il a déjà vu, mais il s'assure que l'explication qu'il propose est pertinente parce qu'elle lui permet de découvrir des phénomènes que jusque-là il n'avait pas remarqués, ni personne avant lui. Ou encore, et c'est là l'interprétation de la révolution copernicienne par Galilée, Galilée comprend géométriquement l'hypothèse copernicienne, les planètes dont la Terre tourne autour du Soleil, et il en tire la conclusion géométrique des phases de Vénus et de la variation de son diamètre apparent. La géométrie permet de prévoir le mouvement de ces astres et la variation de leur diamètre apparent, comme elle permet de calculer le rapetissement d'un objet éloigné ou son accroissement, s'il se rapproche de nous, elle permet de rendre compte de leur taille apparente en fonction des lois de la perspective. De là la nécessité pour Galilée de fabriquer une lunette astronomique. Il savait ce qu'il voulait voir. Il découvrit dans le ciel ce que la géométrie lui avait permis de conclure de l'hypothèse, qui se trouve ainsi vérifiée ou du moins qui trouve par là un élément de vérification. Analogie mathématique et analogie physique. Ainsi, les ressources conceptuelles ou intellectuelles de la pensée ne suffisent pas pour nous permettre de savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, de telle sorte que si la démonstration mathématique suffit pour déterminer avec certitude les propriétés d'un triangle, une physique démonstrative est impossible qui, sans recourir à l'expérience, pourrait nous apprendre la nature des choses. Il lui faut toujours contrôler sa déduction par l'expérimentation. Pour comprendre le sens et les limites de la rationalité dans les sciences de la nature, comparons l'analogie mathématique et l'analogie physique. Lorsque nous connaissons le rapport A sur B et savons qu'il est égal au rapport C sur X, il suffit que nous connaissions A et B pour déterminer X. Par exemple, si nous avons 5 sur 10 égale 6 sur X, X égale 12. Au contraire, en physique, une analogie ne permet pas de conclure et ne peut servir que de principe directeur pour une recherche, on dit principe heuristique. Prenons l'exemple célèbre de la découverte en 1846 par J.G. Gall d'une planète dont le verrier avait déterminé la taille et la trajectoire par le seul calcul. Cet exemple semble prouver qu'il est possible de déduire le réel. Les astronomes avaient remarqué que la planète Uranus, alors la plus lointaine connue du système solaire, ne suit pas rigoureusement la trajectoire qu'elle devrait suivre selon les lois de Newton. Mais comme Newton lui-même l'avait montré, lorsqu'une planète passe à proximité d'une autre, elle s'attire de telle sorte qu'elle dévie légèrement de la trajectoire qu'elle suivrait si elles étaient isolées les unes des autres. Le verrier calcule les perturbations que les planètes voisines d'Uranus, Jupiter et Saturne, appelées à ce titre des troublantes, produisent sur la trajectoire d'Uranus. Or, un résidu de perturbation demeure inexpliqué. Le verrier imagine alors qu'une planète encore inconnue des astronomes, parce que plus lointaine, produit cette perturbation. De même que jusqu'ici on avait pu calculer quelle perturbation une planète située à telle place et ayant telle masse devait produire sur une autre, de même connaissant la perturbation de la trajectoire d'Uranus, il est possible de calculer la masse et la trajectoire de la planète troublante hypothétique. Le calcul permet de déterminer son éclat apparente et le moment propice pour l'observer. Elle fut appelée Neptune, et de l'observation de Berlin, l'astronome Gall la vit là où elle était attendue. L'observatoire de Berlin. L'existence de Neptune, dira-t-on, avait été déduite par analogie. On découvrit selon la même méthode la planète Pluton. Or, cette méthode échoua pour expliquer les perturbations de la planète Mercure. On ne trouva jamais la planète qu'on avait déjà baptisée Vulcain. Einstein put au contraire expliquer les perturbations de Mercure sans supposer une autre planète. On voit sur cet exemple que l'analogie permet de chercher une planète, mais non d'en affirmer l'existence. Il faut pour cela une constatation. L'analogie en physique est régulatrice, ici elle donne une règle pour chercher la planète, mais ne nous permet pas de conclure qu'elle existe. Elle n'est pas déterminante comme en mathématiques, où la connaissance du quatrième terme est déterminée tout entière par celle des trois premiers et de leur rapport. La raison ne peut prouver l'existence d'une chose. Le réel n'est déterminable en dernière analyse que par la perception. Nous ne pouvons, pas plus en physique qu'en théologie, passer du possible au réel. Tant que la planète n'a pas été vue, même d'une manière seulement indirecte par un télescope, nous ne pouvons être assurés de sa réalité.